Sandrine Charrois, je suis associée également chez Grant Thornton et je pilote des projets de transformation de la fonction finance, donc des projets de digitalisation. Et donc, je vous évoquerai un peu ces sujets-là dans la présentation. Julien Anderson, donc avocat associé au cabinet Jaberson, qui est adhérent du PE13, et on a déjà eu le plaisir d'animer d'autres présentations, notamment sur le prélèvement à la source, donc cabinet basé notamment à Marseille, Avignon, Aix-en-Provence et Paris. Donc Thomas Arnoux, avocat fiscaliste chez Jaberson Marseille en l'occurrence. Je travaille notamment sur des problématiques TVA et on va voir qu'on aura un lien important avec le thème du jour, et je repasse la parole à Lionel pour la présentation de l'intervention. Voilà, donc on va tout de suite regarder le sommaire. Donc la matinale comportera donc 4 parties. Une première partie dans laquelle on va rappeler un petit peu le contexte général et le contexte réglementaire. Une deuxième partie dans laquelle nous verrons donc le calendrier de mise en place de cette réforme. Une troisième partie un peu plus pratique dans laquelle nous verrons les démarches à mettre en œuvre. Et puis dans une quatrième partie, donc quels sont les bénéfices à en tirer pour votre entreprise. Donc si on commence tout de suite par le contexte général, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les technologies numériques sont de plus en plus utilisées par l'administration fiscale, que ça soit pour collecter, pour vérifier, pour contrôler, ou encore pour évaluer les impôts et taxes plus efficacement. Et on l'a vu ces dernières années, on a quelques illustrations. Depuis 2014, par exemple, il y a l'obligation maintenant de présenter ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables. En 2019, il y a eu la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Depuis 2022, on a maintenant l'obligation de procéder à l'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Donc, il y a déjà eu quelques étapes ces dernières années. Et maintenant, donc 2024, c'est demain, on aura l'obligation donc de mettre en place sa facturation électronique. On a voulu également en préambule vous rappeler quelques définitions, parce que ce sont des termes qu'on n'a pas l'habitude pour le moment d'utiliser. Donc, le premier terme, la dématérialisation des factures. Qu'est-ce qu'on entend par dématérialisation des factures? Donc, c'est un procédé qui consiste à transformer les factures papier en support numérique exploitable. La facture électronique, qu'est-ce que la facture électronique? C'est un document qui est émis et reçu sous format électronique. Ce qui est important ici, c'est que le logiciel doit permettre de garantir l'authenticité de la facture, sa bonne lisibilité et également l'intégrité de son contenu. On parle également de dématérialisation fiscale. Cette dématérialisation fiscale, elle est considérée atteinte lorsque la facture électronique respecte les caractéristiques qui sont définies par la réglementation française et européenne. Et enfin, la facture X, qui est un peu moins connue, qui est un format standard franco-allemand de facturation électronique. Ça donne la transition sur le contexte international. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, la France n'est pas vraiment en avance dans le déploiement de la facturation électronique, puisqu'on voit qu'en Amérique, il y a déjà plus de 50% des pays qui ont déployé la facturation électronique, et notamment l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale depuis les années 2020. En Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà plus de 60% des pays qui ont déployé la facturation électronique, notamment les pays nordiques, les pays scandinaves, et également l'Italie, qui a déployé dès l'année 2019. Ensuite, quand on regarde le côté droit de la slide, on voit qu'en Asie, on a un peu moins d'avance avec seulement 30% des pays, et en Afrique, moins de 3%. Voilà. Donc la France est un peu en retard, mais on va rattraper ce retard dès 2024. Et je passe la parole à Julien Anderson pour le contexte réglementaire.
Alors pour la plupart d'entre vous, la facturation électronique, c'est pas tout à fait nouveau puisque dans la mesure où vous opérez dans la sphère publique au profit par exemple de collectivités territoriales, vous utilisez déjà la facturation électronique puisque vous avez l'obligation depuis le 1er janvier 2020 d'établir les factures sur la plateforme Chorus Pro. Il y a déjà près de 140 millions de factures échangées depuis 2007, mais aujourd'hui, les transactions restent encore limitées et donc l'objet de la réforme est de développer, de déployer l'utilisation de ce dispositif. Alors, cette réforme, c'est celle de l'ordonnance du 15 septembre 2021. On va rentrer ici un peu dans les définitions et vous allez voir que le déploiement du dispositif est essentiellement lié en fait à l'application de la TVA. On va distinguer d'abord un premier champ d'obligation qui est l'e-invoicing. L'e-invoicing qui est donc l'obligation d'émettre la facture sur la plateforme électronique. Donc, comme le disait Lionel, vous ne mettez pas en ligne une facture, la facture est générée par la plateforme. Et donc, cette obligation, elle s'applique pour tous les échanges entre les assujettis à la TVA établis en France. Donc, on va exclure les échanges entre un assujetti à la TVA et un non assujetti, ou sur les opérations internationales, on n'a pas encore d'obligation d'e-invoicing. Bon. Deuxièmement, on va avoir une obligation de transmission de données à l'administration dans les autres cas. C'est ce qu'on appelle l'e-reporting. L'e-reporting, ça consiste à transmettre un certain nombre d'informations qui sont prises sur la facture qui a été générée et de transmettre ces informations toujours via la plateforme qui aura été choisie. On va le voir quand on va parler des plateformes. Il y a des plateformes pour émettre la facture, des plateformes pour recevoir les factures. Alors, dans les conditions qui sont spécifiées par les textes, en fait, l'émetteur et le destinataire de la facture sont assujettis à la TVA, sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, ce qu'on disait, 2 assujettis établis en France. Et l'opération constitue soit une livraison de biens ou une prestation de services non exonérée. On va voir après des exemples d'exonération en application des articles du Code général des impôts, je ne vais pas les citer. Soit éventuellement aussi une livraison aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets, de collections d'antiquités. Ça, ce n'est pas le cas qu'on va rencontrer le plus fréquemment pour nous. Alors, les opérations exonérées exclues de l'obligation de facturation électronique sont les suivantes. Les prestations effectuées dans le domaine de la santé, les prestations d'enseignement et de formation, certaines opérations financières, les opérations d'assurance et de réassurance, certaines opérations immobilières, et puis bien sûr les opérations des organismes sans but lucratif. Sur les opérations bancaires et financières, le gouvernement considère que les obligations de transmission qui sont faites aux établissements bancaires et financiers sont déjà suffisamment importantes pour ne pas les soumettre à ces obligations liées à la facturation électronique. Et je passe la parole à Thomas pour nous parler des objectifs de cette réforme. Donc effectivement, on en parlait juste avant, l'objectif principal, il est lié à la TVA, d'où ma présence peut-être aujourd'hui, c'est que toute cette réforme est liée effectivement au champ d'application de la TVA, donc on a un lien vraiment entre facturation électronique et champ d'application de la TVA. Le premier objectif, et qui n'est pas forcément celui affiché en gros par le gouvernement, c'est celui de lutter contre la fraude à la TVA. On le voit bien, l'objectif in fine, c'est d'avoir une déclaration de TVA qui soit très remplie et que finalement l'entreprise n'ait plus à intervenir pour faire mensuellement ou annuellement la déclaration de TVA. Ça, c'est l'objectif ultime et on va voir qu'on n'y est pas encore, mais c'est le but à atteindre. Renforcer la lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA, juste 2 chiffres. La fraude à la TVA en France, c'est entre 20 et 25 milliards d'euros de pertes pour l'État. C'est de la fraude, donc forcément, c'est une fourchette assez large. En Italie, Lionel le disait, mise en place de la facturation électronique en 2019, il me semble, 2 milliards de gains supplémentaires pour l'Italie en matière de TVA. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce lien entre recouvrer la TVA et facturation électronique.
Le deuxième objectif, c'est renforcer la compétitivité des entreprises. Pareil, quelques chiffres pour illustrer ça. Le coût d'une facture, alors moi je l'ai un petit peu découvert en préparant aussi cette intervention, c'est 10 € par facture. Et on a du mal à le visualiser parce qu'on a le papier, on a l'encre, on a le timbre potentiellement, le courrier recommandé, les relances, etc. Donc c'est 10 € par facture pour l'entreprise. En facturation électronique, on va diviser ce coût, c'est une estimation encore, par 3 ou par 4. Donc c'est vraiment important pour vous, pour les entreprises, de pouvoir prendre ce sujet d'accord et pouvoir économiser sur la gestion de ces facturations. Je ne vous parle pas de l'archivage, etc. Un autre objectif à atteindre par cette réforme, qui est plutôt macroéconomique et qui est en lien avec ce que vous voyez sur la slide au côté droit, c'est finalement pour les pouvoirs publics pouvoir piloter leur politique en fonction des données que justement le gouvernement va obtenir en temps réel grâce à la facturation électronique, grâce à l'e-invoicing et grâce au e-reporting. Parce qu'on voit qu'avec ces deux mécanismes, le cumul de la facturation électronique et du e-reporting, le gouvernement pourra avoir une vision globale en temps réel des échanges entre les entreprises. Donc ça permettra de piloter les politiques au mieux. Et évidemment, je le disais juste avant, faciliter les déclarations de TVA avec un objectif de pré-remplissage à terme. Je crois qu'on reparlera à la fin de l'intervention des bénéfices pratiques, mais qui sont en lien aussi avec ces objectifs. Donc on va pouvoir passer sur la slide suivante. Et du coup, c'est encore moi. Donc sur les 3 critères de validité, finalement, les 3 piliers un petit peu qui vont nous guider pour vous décrire ce qu'est une facture électronique, c'est authenticité, intégrité, lisibilité. Donc c'est vraiment ces trois axes. L'authenticité, c'est le fait de pouvoir identifier l'émetteur. On a une garantie sur qui est l'émetteur de la facture. Cette garantie, on l'a depuis l'émission de la facture jusqu'à son archivage. Donc c'est vraiment tout le long de ce process qu'on va avoir cette authenticité d'origine. L'intégrité du contenu, c'est très simple, c'est simplement de ne pas pouvoir modifier cette facture depuis l'émission jusqu'à l'archivage, très important. Et la lisibilité, ça paraît évident, mais il faut le préciser, c'est qu'on soit en capacité de pouvoir lire la facture comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui avec une facture papier. Depuis la loi donc, Macron de 2015, on a 3 formats qui sont acceptés, le PDF signé, l'EDI, donc l'échange de données informatisées, un message structuré, et le PDF simple, accompagné de ce qu'on appelle la piste d'audit fiable, et je pense qu'on en reparlera par la suite. Le plus important sur cette slide, c'est les échéances. On a un calendrier qui est scindé en 3 étapes. Une première étape en juillet 2024, où toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir leurs factures sous format électronique. Juillet 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être capables de recevoir leurs factures sous format électronique. À cette même date, on a aussi les grandes entreprises qui devront émettre leurs factures par voie électronique. En janvier 2025, cette fois, ce sont les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, qui devront émettre leurs factures par voie électronique. Et enfin, en 2026, les TPE et PME qui devront elles aussi émettre leurs factures par voie électronique. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce calendrier est mis en place en fonction de la taille des entreprises. Et je repasse la parole à Julien justement pour vous détailler ces tailles d'entreprise pour que vous puissiez vous situer dans ce calendrier. Alors très rapidement, parce que ce sont des critères que vous connaissez, on va se référer aux effectifs, au chiffre d'affaires et puis au montant du bilan annuel. Donc la micro-entreprise, c'est un effectif de moins de 10 personnes et un chiffre d'affaires ou un total bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros. La PME, c'est un effectif inférieur à 250 personnes, chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros. L'ETI n'appartient pas donc à la catégorie des PME et son effectif est inférieur à 5000 personnes et le chiffre d'annuel n'excède pas 1 milliard 500 millions d'euros et le total bilan n'excède pas 2 milliards d'euros.
Et les grandes entreprises, donc, c'est la catégorie au-dessus. Alors, simplement, pour repréciser, à partir du moment où les grandes entreprises sont soumises à l'obligation d'e-invoicing, toutes les entreprises qui vont recevoir une facture d'une grande entreprise sont obligées de la recevoir sous format électronique. C'est pour ça que les entreprises doivent être prêtes à recevoir les factures électroniques, quelle que soit leur taille, à partir de 2024. Je vais laisser la parole à Thomas pour le calendrier, enfin la question des sanctions. Oui, rapidement sur les sanctions. On a des sanctions qui sont vraiment purement fiscales et qu'on a essayé de résumer sur cette slide, qui concernent les assujettis dans un premier temps, avec une amende de 15 € par facture, ne pouvant pas excéder 15 000 € sur une année civile. On a en dessous les sanctions qui concernent cette fois les plateformes de dématérialisation. On va en parler tout à l'heure de ces acteurs-là qui sont très importants. Pareil, 15 € par facture, mais cette fois plafonné à 45 000 € d'amende sur une année civile. Et on voit et on retrouve ce dispositif qu'on sent très permissif et incitatif dans un premier temps, c'est que l'assujetti ou la plateforme pourra régulariser sa situation à première demande ou spontanément. Et dans ce cas-là, elle ne sera pas sujet à ces sanctions. On retrouve un peu ce type de mécanisme pour tout ce qui est déclaration relative aux IFU, au DAS2, s'il y a des comptables, des experts comptables, ça va leur parler. Donc on voit vraiment que c'est pour l'instant très incitatif parce que les montants ne sont pas finalement énormes au niveau de l'entreprise, en tout cas sont plafonnés. Mais finalement, ça c'est une sanction qui reste très théorique. La vraie sanction, elle est pratique, c'est qu'on va se mettre à la marge du marché si on n'a pas des systèmes qui permettent et de recevoir la facture dans un premier temps, mais in fine de pouvoir l'émettre et la transmettre par voie électronique. Donc ça, c'est plus pour faire un petit peu de droit fiscal, mais la vraie sanction est très, très, très pratique. Et je repasse la parole à Julien sur le rôle de ces plateformes. Donc, le rôle des plateformes, on parlait de Conus pour les entreprises publiques. Donc, il y a un certain nombre de plateformes qui vont faire l'objet d'une procédure d'immatriculation par l'administration. Les entreprises sont libres dans le choix de la plateforme et peuvent avoir une plateforme différente pour émettre, pour recevoir les factures. Alors, il s'agit d'un prestataire de service qui va avoir plusieurs rôles. Premièrement, effectivement, pour l'e-invoicing, l'émission, la transmission et la réception de la facture électronique. Il pourra convertir la facture établie par le fournisseur dans un format qui convient au client. Donc, il y a une procédure aussi d'adaptation par rapport à la communication. Et ces opérations sont réalisées dans des conditions qui assurent forcément le maintien de l'intégrité des données, leur authenticité, la lisibilité, tous les critères qu'on a vus tout à l'heure. Deuxième rôle, et là on rentre plutôt dans l'e-reporting, c'est l'extraction et la transmission de certaines données de la facture à l'administration fiscale. Donc là, les données c'est pas toutes les données de la facture. On va avoir l'identification du fournisseur et du client, le montant hors taxe de l'opération et le montant de la TVA due, et puis bien sûr le taux de TVA qui va être appliqué. La transmission des données va ensuite être fait à l'administration fiscale pour toutes les factures qui ne sont pas directement des factures électroniques. Et puis, il y a les transmissions des données de paiement pour l'ensemble des opérations. Donc, tout est géré en fait par la plateforme. Et je transmets la parole à Sandrine qui va nous en dire un peu plus. Alors effectivement, on parle du processus dématérialisé sur des factures depuis le début. Donc là, c'est concrètement dans le sujet pour la partie fournisseur. Donc on va commencer vraiment sur la gauche. L'idée, c'est qu'on va réceptionner ces factures-là. Donc on a différents points d'entrée. Ça peut être un portail fournisseur où vous validez la facture fournisseur. Ça peut être aussi une boîte mail générique où les fournisseurs envoient les différentes factures. Ça peut être l'EDI, on en parlait tout à l'heure. Donc à partir de cette réception-là, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va, via ces différents vecteurs d'entrée, on va envoyer ces factures-là vers l'outil de dématérialisation.
Donc cet outil-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va reconnaître les différentes informations nécessaires sur les factures. Donc il va reconnaître notamment le fournisseur en question, le montant, etc., la date, donc différentes informations clés à repérer sur l'ensemble des factures. Dans ces outils de dématérialisation, on a, petit point technique, des programmes en fait, informatiques qui permettent d'apprendre d'eux-mêmes. Et quand vous allez avoir des faux positifs, ben, petit à petit, ça va s'annuler, ça va se limiter, ça va se réduire. Ensuite, cet outil-là, de manière automatique, va faire des contrôles. Contrôle sur le format des données. J'attends une date, est-ce que c'est au bon format? Est-ce que j'ai bien l'existence de telle donnée sur ma facture dans telle zone, etc. Donc ça va être automatisé dans cet outil de dématérialisation. Ensuite, d'un point de vue manuel, sur la gestion des rapprochements, là, on a un contrôle qui est fait par une personne pour s'assurer que cette facture correspond bien à la commande d'achat, etc. Et puis, gérer les écarts qu'on pourrait identifier. Ce n'est pas le même montant que ma commande, etc., etc. Cet outil de dématérialisation va aussi permettre de convertir les données vers le RP ou l'application comptable pour générer les écritures comptables. Et ensuite, on va gérer la fin du processus au niveau du bon à payer, c'est-à-dire qu'on va regarder la facture par rapport aux biens ou aux services reçus et donner l'accord pour paiement. Donc là aussi, on peut avoir une interface vers l'outil de gestion des paiements. Et enfin, le point également important sur l'archivage. Là, on va transmettre l'image de la facture vers la solution d'archivage, qui peut être un autre outil d'archivage des documents électroniques. Okay. Donc là, le pendant sur la partie client, vous voyez que c'est un petit peu plus court. Donc là, on doit émettre une facture électronique. Donc on va créer la facture client, c'est-à-dire identifier l'ensemble des factures qu'on doit émettre, les valider pour justement les émettre. On peut avoir différents outils de facturation, on n'est pas limité à un seul outil, on peut avoir différents points d'entrée, on va dire. Donc là, on va vers l'outil de dématérialisation et transformer ces factures-là pour un envoi dématérialisé. Donc on le disait tout à l'heure, PDF signé, différentes informations sur l'intégrité, etc. Donc cet outil va permettre de garantir ces éléments clés de la facture électronique. Ensuite, on va envoyer ces factures, soit par email, soit par EDI, voilà, en fonction de comment on gère avec nos clients. Ces outils-là peuvent également permettre de gérer où on en est de notre processus de facturation, est-ce qu'on doit relancer nos clients, etc. etc. Donc, on peut vraiment suivre également le processus d'envoi, de relance et l'étape également d'archivage au niveau de l'archivage de nos factures électroniques. Alors, un slide parce que on a beaucoup d'outils sur le marché. Alors, on va rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a différents outils de dématérialisation qui se positionnent sur le marché. Il y a des outils qui sont plutôt dédiés à l'archivage électronique et on a des outils qui permettent de gérer la relation avec nos fournisseurs ou plutôt la facturation jusqu'au paiement. Donc, en fonction des besoins et des processus cibles qu'on veut mettre en place, eh bien, on va choisir tel outil ou telle plateforme plutôt qu'une autre. Également, ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui, quelque part, les outils et les standards qu'il y a sur le marché pour justement les utiliser dans nos processus à mettre en place sur la partie dématérialisée. Justement, on peut passer effectivement au slide d'après et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est important d'anticiper puisque vous voyez, je vous ai présenté 2 processus avec des flux dématérialisés. Ces réformes-là vont avoir un impact sur l'organisation en termes de process, en termes humains et en termes de vos systèmes. Donc ça va prendre du temps. C'est pour ça que c'est important de regarder qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Ça permet aussi de commencer à optimiser les flux, automatiser des choses, mettre des contrôles manuels là où on en a besoin et d'enlever des tâches peut-être à faible valeur ajoutée. Et puis, ça permettra, l'obligation, on en parlait, de recevoir nos factures de manière électronique dès 2024.
D'un point de vue vraiment retour d'expérience, ce qu'on voit par rapport aux projets et aux clients voilà, qu'on accompagne sur ces sujets-là, c'est qu'effectivement, je le disais, on a différents outils sur le marché qui proposent différents standards, différentes bonnes pratiques. Pendant de nombreuses années, il y a 10-15 ans, on avait tendance à dire, eh bien moi, je vais développer de manière très spécifique tel ERP, telle application pour que ça colle à mon processus. Aujourd'hui, là, ce qui est important de regarder, c'est ce qu'on a sur le marché, ce que ça permet de faire pour essayer d'utiliser ces bonnes pratiques et ces standards, parce que ça vous diminuera, réduira les coûts en termes de maintenance, en termes d'évolution. Quand on fait voilà, un process standard par rapport à ce qui est disponible, on a une facilité d'évolution et un gain une optimisation quelque part en termes de coûts aussi qui est importante. C'est aussi ce qui est nécessaire ou ce qu'on voit en tout cas, c'est que cette réforme, elle peut être utilisée comme levier pour vraiment transformer la fonction finance, optimiser des étapes, réduire des étapes manuelles, des contrôles manuels et les positionner vraiment à des endroits clés dans le process. C'est aussi, là, ce qu'on peut voir, une bonne pratique, c'est vraiment de se dire, bon, ben, c'est pas juste un outil qu'on met pour la finance et puis voilà, ils peuvent gérer le projet, ils vont le gérer tout seuls, une personne, responsable comptable, il va gérer, il va s'en sortir avec le prestataire. Ce qui est important, hein, c'est que c'est un projet sur le long terme. On voit, il faut définir les processus cibles. Il faut regarder comment on va s'organiser, il faut mettre en place, tester les premiers mois pour, je parlais de faux positifs, pour les identifier, pour dire non, ça en fait, ça peut être automatisé. Donc il y a vraiment un pilotage, une conduite de projet très très fine à réaliser pour être dans les meilleures conditions in fine et que le process soit vraiment opérationnel. Donc une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, Lionel, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis chef d'entreprise ou je suis directeur financier. Qu'est-ce que je fais ? Nous, on vous conseille de mettre en place une démarche qui est structurée. Donc pour ça, on vous préconise d'analyser d'abord le fonctionnement de l'existant de l'entreprise. On vous conseille ensuite de rédiger un cahier des charges dans lequel vous allez décrire la structure cible, la collecte et le traitement de l'information, et en tenant compte des évolutions d'organisation et de vos souhaits de pilotage. On vous préconise en plus de déployer un schéma directeur cible et évidemment d'organiser des formations en interne pour que la prise en main du nouvel outil s'effectue dans les meilleures conditions. Donc ça, ce sont nos préconisations. Juste après, on a essayé ici de synthétiser quels sont les principaux bénéfices pour votre entreprise. Le premier, c'est de raccourcir les délais, puisque on va envoyer et réceptionner les documents en fait de manière immédiate. On va supprimer temps de traitement lié notamment à la gestion du papier. On va renforcer la cybersécurité. Ça a été évoqué avant, puisqu'on renforce la piste stable. On va avoir des données qui sont tracées et qui sont sécurisées. On va avoir une création de workflow de validation. On va attribuer des droits d'accès aux données. Donc tout ça renforce la cybersécurité. On va également réduire les coûts pour votre entreprise avec un processus optimisé et automatisé. On va également diminuer les coûts de stockage et puis réduire les coûts qui sont liés notamment au traitement de la facture. On va également simplifier les pratiques avec une information qui est centralisée et qui est rapidement partagée. On gagne en classification et on utilise des formats plus simples et universels une fois que tout ceci est automatisé. Et enfin, avec un thème complètement à la mode, on soutient le développement durable puisqu'on respecte les normes environnementales, on consomme moins de papier et donc il y a une gestion plus durable des ressources.
Et puis quelques points aussi sur la fiscalité. Et là, c'est le fiscaliste Thomas qui reprend la parole. En complément simplement et rapidement, pas dit tout à l'heure, mais il faut bien l'avoir en tête, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir pré-remplir vos déclarations TVA. Et dans un premier temps, vous assistez dans ce remplissage, vous proposez potentiellement une déclaration pré-remplie que vous ayez à valider, et à terme, qui sait peut-être une dématérialisation totale et une automaticité de la déclaration TVA. Un autre point qui nous semblait quand même important, et c'est plus le côté conseil de notre activité, notamment au cabinet, c'est qu'on est sollicité souvent pour des audits, soit d'acquisition d'une entreprise, soit côté cession, enfin côté vendeur, et on a toujours la question de la TVA qui est quand même très importante et qui revient avec beaucoup de problématiques, et on en est à demander donc les fichiers de cadrage, on recoupe les informations entre les comptes, le bilan, compte de résultats, les déclarations de l'entreprise, ces fichiers de cadrage, et c'est très chronophage pour nous, mais pas très simple pour l'entreprise de montrer sa diligence et de montrer son respect de ses obligations en matière de TVA. Donc ça va faciliter la facturation électronique, énormément le process d'audit, et du coup pour les acquéreurs d'entreprises, ça va être quand même une sécurité supplémentaire, je pense. On a aussi ce sujet, peut-être en complément, je vois qu'il me reste 1 ou 2 minutes, de la piste d'audit fiable. Pareil, dans les audits, on demande souvent cette piste d'audit fiable, et personne ne sait vraiment à quoi ça correspond, personne ne l'a vraiment mise en œuvre. Finalement, la piste d'audit fiable, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir garantir ce qu'on a dit, l'authenticité de la facture, le circuit de la facture entre son émission et la réception par le client. Et je pense qu'avec cette facturation électronique, on va arriver justement à ne plus poser la question de savoir si l'entreprise dispose d'une piste fiable, puisqu'on aura justement ce process de facturation électronique. Voilà pour les avantages pour l'entreprise d'un point de vue fiscal. Je pense qu'on peut passer peut-être aux questions-réponses qui ont été enregistrées. Peut-être, est-ce que dans un premier temps, il y a des questions dans l'assistance? Bonjour. Donc, merci pour cette présentation. Juste une question. Alors, vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on est bien d'accord aussi que sur la facture électronique, enfin le projet facture électronique, il y a aussi vous avez dit que l'État voulait savoir le détail de la facture hors taxe TVA, mais vous avez oublié de parler aussi si c'est des ventes de produits ou des services, puisque d'après ce que j'ai compris aussi, il y a la problématique de la TVA sur encaissement qui est complexe, puisqu'il y a aussi la problématique du paiement de la facture, c'est-à-dire que l'État veut savoir aussi à quel moment la facture a été payée, avec toute la problématique des acomptes, des factures, des factures réglées partiellement. Comment aujourd'hui les cabinets abordent ce problème du paiement, puisque si j'ai bien compris, il faut que le paiement remonte. Or aujourd'hui, on fait encore des chèques, on fait encore des virements avec des logiciels bancaires qui ne sont pas forcément connectés à la banque, à l'administration. Comment ça va se passer demain pour l'aspect paiement? Alors, vous avez tout à fait raison. Hein, si vous avez utilisé la plateforme Chorus, vous voyez qu'on spécifie les taux de TVA et on précise aussi si c'est de la TVA à l'encaissement ou pas. Donc ça, c'est des données qui sont effectivement prises en compte sur la plateforme d'invoicing. Et les éléments qui sont liés au paiement de la facture seront pris en compte également au travers de la plateforme d'invoicing. Tout à fait. Et en complément, effectivement, sur les acomptes, on a la même obligation facture d'acompte que pour une facture lambda de déclaration dématérialisée, format électronique. Et l'idée que l'État, l'administration fiscale ait la donnée complète, il n'y a pas que la facture. C'est effectivement pas uniquement la facture, mais c'est son règlement. Et c'est l'idée. Alors, les entreprises qui effectivement n'ont pas de logiciel de caisse et font des factures papier uniquement, effectivement, il y aura un chemin qui sera plus important à mener pour arriver à cet objectif-là, mais il va falloir y arriver.
sur les acomptes, c'est ça que je voulais vous raconter. Et je crois que Peut-être ce qu'on peut dire aussi en complément, c'est que effectivement le lien avec la TVA fait que la première analyse de la situation, on parlait de l'analyse des pratiques de facturation au sein de l'entreprise, au sein des groupes, mais il y a une analyse effectivement sur l'application du champ de la TVA. En fonction des opérations, en fonction des échanges internationaux. Donc, il peut y avoir aussi, ça peut être utile peut-être d'analyser les cas qui sont un peu litigieux pour savoir exactement dans quelle situation on va se positionner, parce que après, il va falloir remplir sur la plateforme, quoi. Donc, les deux questions. Moi, je fais mes factures sur ma plateforme de mon expert comptable, bien évidemment, mon expert ma gestion, je pense, un truc comme ça.fr. C'est classique. Donc, je fais ma facture et je l'envoie par PDF, parfois directement de la plateforme, effectivement. Est-ce que c'est considéré comme une facture dématérialisée? Je suppose que non, parce que c'est pas signé. Non, effectivement, ça n'a pas tous ces critères forcément d'intégrité, d'authenticité, de lisibilité, même si effectivement là la lisibilité on l'a puisque vous envoyez un PDF tout à fait lisible au destinataire. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'une facture scannée, je le redis, mais une facture scannée ou un PDF créé par le logiciel lui-même directement sur Internet n'est pas une facture électronique. On n'a pas les standards et ce respect-là de l'intégrité qui sera géré, externalisé au niveau soit de Chorus, aujourd'hui les acteurs qui travaillent avec le public, soit au niveau d'une plateforme qui elle-même va garantir ces standards d'intégrité, d'authenticité, de lisibilité. Et ces factures-là, ces plateformes-là seront immatriculées et vous aurez vraiment le choix de la plateforme. Mais parmi toutes les plateformes immatriculées, toutes devront respecter évidemment ces standards. Donc après, peut-être que votre logiciel que vous utilisez va pouvoir se connecter à une de ces plateformes. Et c'est là aussi qu'il va falloir choisir la bonne plateforme qui convient à votre situation, pour pouvoir connecter votre logiciel existant à une plateforme qui respecte ces standards, qui, elle, va transmettre, en tout cas, va transformer, entre guillemets, votre facture en une facture dématérialisée. Typiquement, il y a des entreprises, après je te laisse la parole. Typiquement, il y a des entreprises qui travaillent avec des collectivités territoriales qui vont créer des factures sur Chorus. Et après, parce qu'ils ont un logiciel qui gère leur facturation, vont recréer la facture sur le logiciel, mais cette facture-là, elle n'est pas valable. Elle n'existe que pour les besoins de suivi de l'activité. Mais la vraie facture, c'est celle qui est faite sur Chorus. Et on a une idée du coût que ça représente. Enfin, nous, on est intégrateur Sedge, comme beaucoup de gens dans la salle le savent. Quand je pose la question à Sedge, ils disent aujourd'hui, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants du projet. On sait que le prélèvement à la source en était ensemble. Ça a eu un impact financier pour les entreprises. Est-ce qu'on a une idée du coût que ça représente aujourd'hui? C'est-à-dire qu'entre les métiers de conseil, effectivement, je pense que pour les grosses entreprises, il est intéressant d'avoir cette partie conseil. Sur les outils, et nous, en intégrateur Sedge va proposer des choses, on ne connaît pas tout encore. On sait simplement qu'ils vont donner gratuitement le format FactureX dès le mois de novembre. Donc, dès le mois de novembre, dans quelques semaines, il y aura ça dans tous les produits du groupe. Et quand je pose la question des outils derrière en flux entrant et flux sortant, puisque je ne sais pas si tout le monde a bien compris, c'est deux réflexions complètement séparées. Quand je pose la question du coût à la facture, ça reste une grande inconnue. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ce que ça peut représenter pour une PME marseillaise? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça, dans les budgets, parce qu'on est en pleine période budgétaire aussi, que ça peut coûter, la formation, le changement des outils, et d'après ce que j'ai compris aussi, toutes les plateformes aussi, puisqu'il y aura la plateforme privée, il y aura une plateforme gratuite d'État qui sera un Chorus Pro. Il y a plein d'acteurs qui vont lancer des services à valeur ajoutée avec des coûts. Aujourd'hui, on me parle de plusieurs dizaines de centimes à la facture. Donc, ça peut représenter aussi des coûts importants pour les chefs d'entreprise. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée un petit peu de ces péages, puisque c'est un principe de péage? Alors, on n'a pas les éléments de coût. Je ne sais pas si Sandrine... Moi, j'avais un élément d'une étude, mais c'était très macro sur la mise en place. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, une moyenne de 10 € par facture entre l'émission et la réception, papier, et un coût qui serait divisé par 3 ou par 4, mais qui ne tient pas compte, et vous avez raison,
la mise en place de l'intégration de la plateforme. Donc ce coût-là de l'intégration de la plateforme, moi je le connais pas. C'est un vrai projet, c'est un vrai projet IT avec la mise en place d'une solution, d'un nouvel outil. Et donc derrière, effectivement, il y a des coûts d'acquisition quelque part entre guillemets, des coûts d'installation qui peuvent être non négligeables. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que cette contrainte-là, elle peut être une opportunité si ça permet de revoir le système de facturation et la façon dont l'organisation financière est structurée. Peut-être un élément aussi sur ces questions de coûts pour les toutes petites entreprises, les petites entreprises, la mise en place progressive du dispositif, elle est aussi là pour faire en sorte qu'on ait à des économies d'échelle qui se mettent en place et que les dispositifs soient de moins en moins coûteux, je pense, d'ici 2026. Savez-vous pourquoi, d'un point de vue réglementaire, ils ne sont pas attaqués au délai de paiement? Parce que là, sur les mentions des factures telles que vous l'avez précisé, la date de paiement n'est pas mentionnée. Et là, pour l'e-reporting, oui. Ouais, mais on aurait pu s'attaquer au délai de paiement à ce moment-là. Parce que, Si, moi j'ai entendu dire que c'était prévu. Hein. Moi j'ai entendu dire que l'État veut absolument contrôler les fameux 60 jours de délai de paiement, puisque vous allez déclarer à l'État quand vous payez la facture. Et moi, si j'ai bien compris, mais si je me trompe, c'est que l'intérêt pour l'État, c'est qu'il photographie en temps réel de l'économie, puisqu'il va avoir en quasi instantané la situation des entreprises françaises. Et le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a des mauvais élèves dans les paiements, et l'objectif de l'État aussi, pour moi, ce que j'ai compris moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est effectivement de pouvoir contrôler ce délai de paiement, puisque vous allez déclarer, à chaque fois que vous payez une facture, il faut absolument déclarer, c'est-à-dire que le chèque, entre guillemets, à mon avis, va disparaître, hein, puisque par définition, un chèque, on le dépose. Oui, mais un circuit, donc c'est pas où la prise en charge. Enfin, il n'y a pas d'indication a priori. Non, en fait, il n'y a pas d'indication de e-reporting, dans l'e-invoicing, les éléments de la facturation sont plus détaillés. Dans l'e-reporting, je pense à ce slide que vous faites référence. Dans l'e-reporting, les données sont effectivement plus limitées. Hein, mais dans l'e-reporting, l'e-invoicing qui va s'appliquer à toutes les entreprises, on aura ces éléments de paiement. Hein. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site, vous allez sur le site de l'administration, qui est très bien documenté, mais donc, où il y a effectivement ces FAQ. Mais moi, à ma connaissance, c'est obligatoire de remonter à l'État le délai de paiement, oui, bien sûr. Donc, frapper les mauvais élèves, et en particulier les entreprises qui sont souvent mauvais payeurs, et Dieu seul sait si nous, on est bien concernés là-dessus, les PME. Donc oui, à ma connaissance, c'est oui. Alors, j'ai d'autres questions sur le chat qui permettra un petit peu d'alterner. Une première, la facturation électronique nécessite-t-elle la mise en place d'un logiciel particulier et a-t-on besoin d'une formation spécifique pour l'utiliser? Alors, ça dépend de l'outil déjà qu'on a en place, le RP ou l'application comptable. Est-ce qu'il y a une brique en plus qui peut s'ajouter? Mais sinon, effectivement, oui, par rapport au processus que j'évoquais tout à l'heure sur la partie fournisseur ou client, généralement, ce sont des outils de dématérialisation. Ça peut être en SaaS, etc., qui sont à acquérir pour justement travailler sur ces étapes-là du processus de génération, de contrôle, de reconnaissance des données importantes, etc. Alors, moi, j'ai une précision. Donc, pour les entreprises qui n'auraient pas de mise à jour, donc les éditeurs, les grands, je ne vais pas les citer, vous en avez cité quelques-uns lors du slide, tous les grands éditeurs ont prévu progressivement là, de sortir, dans le cadre des contrats de maintenance, des mises à jour à minima. Il faut bien comprendre. Après, pour ceux qui n'auraient pas de mise à jour, qui auraient des spécifiques, l'État a prévu des opérateurs, vous n'en avez pas trop parlé, il y a des opérateurs de matérialisation, il y a des plateformes agréées, des PDP, des plateformes de matérialisation qui, elles, sont immatriculées, contrôlées par l'État, ça c'est une chose, mais vous allez avoir aussi des opérateurs privés, ce qu'on appelle des OD, opérateurs de dématérialisation, qui vont permettre à une entreprise qui aura un logiciel maison, qui n'aurait pas le temps de faire sa mise à jour par rapport au délai, donc de pouvoir, entre guillemets, sous-traiter à des tiers cette partie-là. Donc, il y a des acteurs qui d'ores et déjà sont positionnés sur le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle des OD, opérateurs de dématérialisation. Donc, il faut rassurer toutes les entreprises. Il y aura toujours une solution à leurs problèmes. Soit le grand éditeur, mise à jour, en général, dans le cadre du contrat maintenance. Et si c'est dans le SaaS, c'est le génial, puisqu'effectivement, dans le SaaS, c'est pour les plateformes des experts comptables, pour le monsieur à côté, c'est automatique, il n'y aura rien à faire. Et ils auront aussi des outils directement. Les éditeurs ont prévu des briques
Tout le monde a prévu, je ne vais pas les citer mes concurrents, mais des fois en marque blanche, c'est-à-dire qu'il y a aussi donc il faut mettre en concurrence aussi, moi ce que je peux vous dire, je ne devrais pas trop le dire, mais il faut profiter aussi de mettre en concurrence les opérateurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette brique-là chez le fournisseur du logiciel. Vous pouvez acheter cette brique-là sur le marché et aujourd'hui il y a des API, des connecteurs qui vont permettre de choisir librement la meilleure solution au meilleur prix avec le prix de la formation. J'insiste aussi, il faut prévoir dans les budgets aussi. C'est pour ça que le coût, moi je ne le connais pas bien aussi. Et le coût à la facture, parce qu'il y a des coûts cachés, il y a beaucoup d'opérateurs qui vont vous facturer sur chaque ligne. On va dire c'est gratuit, mais vous facturez, on vous prend une redevance sur chaque ligne. Alors, on dit au début c'est 10 centimes, c'est rien, mais vous faites la facture, vous multipliez ça par nombre de factures entrants de fournisseurs. Et une facture, ça peut être une simple note de frais. Hein. Donc on l'a peut-être pas dit aussi, mais note de frais, tout va passer par le portail. Donc à la fin, une note de restaurant, ça fait de l'argent. Donc il faut faire attention. Tout est touché par la TVA va être impacté par ce process. Donc il faut compter tous les éléments, tous les flux entrants. Et je vous laisse faire la multiplication des flux entrants, des flux sortants. En finale, c'est pour ça que je pose la question du coût. Moi, on me parle de minimum d'une dizaine de centimes, plus l'archivage aussi, la facture qui a un coût. Si l'entreprise veut archiver 10 ans sur des portails aussi, ça a un coût supplémentaire, il y a des options. Et j'invite vraiment aussi les cabinets de conseil à vraiment analyser tous ces coûts cachés et lire les conditions générales de vente de chacun des opérateurs avec des petites astérix, des petites étoiles, qui vont vous dire attention, si vous voulez archiver plus de 3 ans, c'est payant, etc., etc. Faites très attention à ça et mettez en concurrence les opérateurs, que ce soit l'éditeur ou les plateformes, les opérateurs de monétisation ou les PDP, ou les plateformes de monétisation, puisqu'il y en aura plusieurs. On ne connaît pas la liste aujourd'hui, mais d'ores déjà, il y a pas mal de gens qui sont positionnés. Et pas plus tard qu'hier, La Poste a annoncé que, quand même, c'est pas n'importe qui, je l'ai vu, aller se lancer aussi dans ce business-là qui va être assez juteux, je pense, pour les opérateurs. Donc, mettez en concurrence. Alors, dans le prolongement de ce que vous disiez, j'ai une nouvelle question sur le chat. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect note de frais? Alors, oui, sur la note de frais, dans le concret, effectivement, on est dans le champ. À partir du moment où on est dans le champ de la TVA, la note de frais, elle rentre dans le champ de la TVA. Après, sur les modalités pratiques de mise en œuvre, là, il faudra voir un peu comment au niveau des plateformes, on peut le mettre en place. Hein, mais je n'ai pas spécialement de précision sur les notes de frais. C'est une facture comme une autre, en fait, quelque part. Hein, donc, oui, mais on s'applique. Vous savez, vous n'avez pas deux personnes qui sont assujetties à la TVA. Une note de frais, c'est un de vos salariés que vous avez là. Là, et il a l'employeur, lui, il est à la TVA, mais le salarié n'est pas à la TVA. Mais les notes de frais sont à la TVA, les TVA sont à la TVA. Moi, je récupère les TVA sur les salariés. Hein. Bien sûr, mais comment on va le matérialiser? Il faut des outils. Alors, il faudra évidemment des logiciels. Alors, moi, j'ai plusieurs précisions à vous faire parce que j'ai fait beaucoup de séminaires. Le préambule, vous ne l'avez peut-être pas dit lors du séminaire, c'est connaître votre numéro de SIRET par cœur. Son numéro de SIRET, ça a l'air, mais je vous le dis parce que c'est incroyable. Vous ne pourrez plus faire une note de frais, faire une note à un fournisseur, vous achetez chez Ikea une facture pour le bureau. Si vous n'avez pas le numéro de SIRET, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Donc ça, il faut bien comprendre la TVA qui est déductible. Il faudra commencer. Même moi, je ne l'ai pas encore appris par cœur. Donc, il faudra commencer à le faire. Et il faut savoir qu'effectivement, à chaque fois que vous faites une transaction, et une note de frais, c'est une facture, c'est un ticket. Donc, à partir du moment où vous récupérez la TVA, vous êtes dans le champ de la loi. Donc, oui, il faudra des outils de note de frais, des logiciels, il y en a plein sur le marché qui sont très bien. On prend la photo avec l'appareil photo, ça scanne la TVA sur le vin. Je vous rappelle que le vin vous me dites si je me trompe, les experts comptables, est à 20 et la nourriture est à 10. Donc, c'est compliqué à faire une note de frais. 5,5 même, il y a du 5,5 aussi. 5 aussi. Ah oui, il peut avoir. Et oui, alors je ne parle même pas aussi de. Je pense qu'on va aller vers un fonctionnement en fait qu'on voit dans certains pays, comme en Chine, hein, où bien on paye en espèces ou on paye avec son téléphone. Ouais. Et il n'y aura pas d'autre moyen en fait de passer. Non, mais l'espèce pour tous ceux qui sont à Marseille hors TVA, quoi. C'est ça. Mais les espèces, ça va. Ouais. Sinon, on paiera avec le téléphone et je pense qu'il y aura on va mettre en place des outils. Alors, pour le moment, pour tous les restaurants, tout ça, on n'aura pas on n'a pas encore ce critère-là. Hein. On a encore
2026. Pour les PME, c'est 2026. J'ai une anecdote, simplement, je rebondis sur les restaurants marseillais. Je n'étais pas sûr de la sortir devant vous aujourd'hui, mais je me suis rendu au restaurant donc à Marseille ce week-end. Je ne donnerai pas le nom, c'est illisible, mais voilà la facture électronique. La facture électronique que j'ai eue. Donc effectivement, il y a du chemin qui est plus ou moins important. Alors effectivement, on n'a pas tout dit lors de notre intervention, mais le chemin est plus ou moins important entre le petit restaurant du coin et la grande entreprise qui a un service comptable d'une dizaine de personnes, un service financier équivalent, mais il y a beaucoup de travail à la fois sur les notes de frais, sur les notes de débit, sur les factures, sur les refacturations, sur les factures d'acompte. Après, l'intervention se voulait assez concise pour ne pas rentrer dans le détail de chacune de ces modalités, parce que c'est aussi difficile de se placer puisque tout est prospectif. L'entrée en vigueur, on n'a pas le nom vous le disiez, on n'a pas le nom des plateformes, et l'entrée en vigueur, c'est 2024. Alors, c'est bientôt et ça a été reporté. On n'a pas précisé non plus, mais ça a été reporté. On devrait être aujourd'hui quasiment, je crois que c'était 2022 ou un an et demi, ouais, c'est ça. Ça a été reculé d'un an, c'est juillet. Être en facturation électronique. La date est bizarre, c'est 1er juillet, c'est pas 1er janvier. Une des questions qui revient de manière récurrente, je ne sais pas si elle a été posée dans le fil du chat, mais c'est est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau report ? Oui. Parce que les entreprises sont quand même très curieuses de savoir si on va pouvoir encore gagner un an ou deux dans cette mise en place. Et a priori, c'est pas du tout, sauf événement force majeure, c'est pas du tout la prévision, et on est vraiment sur des dates qui sont figées. Et, rien nous indique qu'on aura un report supplémentaire de cette mise en œuvre. Moi, je voulais juste partir d'une chose, moi, ce que je dis aussi, parce que j'ai fait beaucoup de séminaires avec, vous avez cité Use, Zendoc, tous les acteurs. Il y a une chose qui est très importante, c'est dès que vous partez du séminaire, vérifiez dans votre logiciel de gestion. La plupart des entreprises, moi j'ai racheté une société, d'ailleurs dans l'audit de rachat, vous devrez le faire aussi, il n'y avait aucun numéro SIRET. C'est-à-dire que j'ai racheté une société, dans le fichier client, il y avait 2000 clients, il n'y avait aucun numéro SIRET. Donc je ne sais pas si vous imaginez le travail quand ça représente. D'aller récupérer un numéro SIRET. Moi, mon comptable, il est à l'ancienne. Il m'a dit non, il faut qu'on récupère. Donc, ça a été un travail laborieux. Donc, première chose à faire dans votre logiciel quand vous rentrez dans vos bureaux, par les entreprises, et moi, en tout cas les PME, pas les grands comptes évidemment, mais la plupart des PME, elles créent des clients. Enfin, je ne sais pas si... Oui, absolument. Quand je crée le client, quand on crée le client, il faut qu'on rentre le numéro SIRET, mais on ne le fait pas. Voilà. Parce qu'il faut encore l'avoir, il faut le chercher après. Voilà. Donc maintenant, souvent on crée le client. Donc dans les nouveaux logiciels, je vous le dis aussi, puisque Sedge va sortir ça au mois de novembre, il y aura le numéro SIRET obligatoire. C'est-à-dire que la zone, aujourd'hui, dans tous les logiciels, elle est facultative. Aujourd'hui, vous créez un client, faites une fausse, entre guillemets, une fausse facture. Moi, on appelle ça à Marseille des fausses factures. Mais c'est un jeu d'enfant de faire une facture. Avec des tiers chez Métro, vous allez faire vos courses, vous dites c'est pour quelqu'un, et vous partez au restaurant, et vous partez avec la nourriture. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Donc, commencez, quand vous rentrez chez vous, à commencer à faire un audit de vos comptes de tiers, clients et fournisseurs. N'oubliez pas les fournisseurs, on a parlé des clients. C'est la même chose pour les fournisseurs. On ne met pas le numéro SIRET. Donc, faites ce travail-là. Et je serais ravi d'ailleurs aux prochaines sessions d'Anderson, parce qu'on avait fait avec Thornton, on avait préparé le pass. On avait bien. Moi, je m'étais bien amusé. Donc, je serais ravi de venir vous aider sur la partie logicielle et vous donner des conseils sur ces aspects-là. C'est un sujet qui a un petit peu déjà été évoqué, mais les gens se questionnent un petit peu sur le coût. Que va coûter la mise en place de tout ça? Et en tous les cas, quels sont les différents types de coûts qu'il faut prendre en compte pour mettre en place la facturation électronique? Alors, on a déjà un petit peu évoqué les sujets. Il y a effectivement le coût d'acquisition, entre guillemets, parce que quand on est sur du mode SaaS, c'est pas... Donc, il y a des coûts d'installation, de réalisation. Donc, il y a également la formation dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, tout le coût lié au projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas prendre tel outil SaaS et ça va marcher du jour au lendemain. Il y a quelques mois, tout de même, ce qu'on laisse généralement dans les projets pour s'assurer que effectivement, l'automatisation se fait bien, les contrôles embarqués également, etc., et qu'on détecte ces faux positifs et qu'on arrive à les régulariser. Il y a tous ces ensembles de coûts à prendre en compte au moment justement où on fait les budgets et on se lance dans ce type de projet. Mais juste termine, il faut mettre un référent dans tous les séminaires que j'ai fait aussi.
Il faut mettre quelqu'un qui gère le projet dans l'entreprise, un peu comme il y avait un référent pour le pass, un référent, alors moi j'ai tout vécu, hein, un référent pour le bug de l'an 2000, un référent pour l'euro, un référent pour les transferts bancaires, un référent RGPD. Et ben, demain, vous aurez un référent sur le sujet qui va travailler sur le budget et qui va aussi travailler sur les différents projets et surtout pas se précipiter dans les bras de tel ou tel fournisseur, mais vraiment, je prends le temps avec le cabinet comptable, avec l'avocat, de discuter tout ça et de voir les conséquences sur l'entreprise et de préparer le projet qui effectivement va s'étaler sur 3 ans. D'ailleurs, c'était un peu comme tous les autres projets, on avait la phase 1, phase 2, phase 3, je ne sais pas si tu te rappelles, pour le pass, ben là, la même chose. Et juste, je voudrais conclure sur quelque chose qui est important. Ce sont des dates butoirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer demain. Donc, tout le monde me dit, là, j'ai appelé les clients, me dit, on a le temps, on fera ça plus tard. Il ne faut surtout pas procrastiner, reporter au lendemain. Il faut vraiment se mettre à table, travailler sur le projet et surtout, vous dire que vous pouvez commencer dès demain, dès le mois de novembre. Si vous êtes client Sedge, vous pourrez commencer à envoyer, même si la personne, le FactureX aussi, c'est un fichier PDF, il ne faut pas l'oublier. FactureX, pour bien préciser les précisions pour les informaticiens, c'est un fichier PDF et un fichier X, c'est XML, un fichier informatique de métadonnées qui va contenir tout le détail de la facture. Mais un client qui, lui, ne serait pas en capacité de lire le fichier XML va quand même lire le fichier PDF. Donc, rassurez-vous, la période transitoire, on va avoir du PDF, du fichier, du FactureX qui va circuler et on aura une période hybride où on va continuer à travailler. L'économie ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, j'espère que l'État, tout sera prêt, parce que là, l'enjeu pour l'économie, pour l'État, c'est que les plateformes soient opérationnelles, supportent les millions de factures que font les entreprises françaises. Ça, j'espère que ça sera le cas. Donc, en tout cas, nous, du côté de Sedge, on sera prêt. Je voulais qu'il y ait une question sur la facturation d'une société étrangère. Ah oui. Oui, je voulais en parler aussi. Je voulais aussi effectivement venir sur ce sujet parce que c'est important au niveau de l'export. Qu'est-ce qui est fait pour harmoniser aussi au niveau européen et mondial? Parce qu'une société de commerce électronique, par exemple, elle doit facturer la TVA, mais du pays de destination. C'est un peu complexe, mais c'est un peu la règle. Ceci dit, si par exemple en Afrique, je facture quelqu'un en Afrique, ben, c'est pas dématérialisé, on l'a vu aussi. Et ceci dit aussi, si vous facturez des services rendus en territoire français à une entreprise étrangère, vous devez facturer la TVA française à cette société étrangère. Donc là, il y a d'énormes problématiques. Oui. Alors pour tous les opérations en faveur d'opérateurs étrangers, hein, les opérations internationales, en fait, on n'est pas dans l'e-invoicing, hein, on n'a pas l'obligation de faire une facture sur la plateforme. Hein. On est uniquement dans le champ de l'e-reporting. Donc les données qui doivent être transmises, on les a vues, sont beaucoup plus limitées. C'est l'identification de l'émetteur, l'identification du client, et puis après les mentions relatives à ce qui a été facturé. Hein. Mais effectivement, la question était de dire qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de numéro SIRET ou de numéro TVA pour une entreprise étrangère. On est à l'impossible nul n'est tenu, on n'est pas dans ce cadre-là. Après, au niveau européen, effectivement, il va y avoir une réflexion. Il y a certains pays qui sont effectivement plus en avance que nous sur l'utilisation des plateformes et si vous opérez justement avec, on parlait de l'Italie tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre de contraintes que vous pouvez avoir en travaillant avec l'Italie. Hein. Pardon. Il faut se rappeler aussi une chose en matière de TVA, c'est que la norme, elle n'est pas française. En matière de TVA, la norme est européenne, elle est retranscrite au niveau français. Et ça, c'est très important, puisque vous parliez justement comment ça va se passer avec les échanges avec les pays européens. Les standards seront les mêmes. Après, l'interconnexion entre les plateformes, etc., ça, je ne peux pas vous dire et on n'a pas le recul suffisant. Mais en tout cas, il faut savoir que ce qui est appliqué en Italie, c'est ce qui va être appliqué en France. C'est les mêmes standards, c'est les mêmes obligations. Donc, je vois par exemple des questions sur j'ai une entreprise en France, enfin une double immatriculation en France et en Allemagne. Et vous parliez, ça fait lien avec ce que vous évoquiez sur les ventes en ligne, pays de destination du bien. On va aussi avoir posé la question du lien entre la déclaration de TVA telle qu'on la connaissait, la déclaration de TVA avec cette TVA à l'importation un petit peu différente depuis peu de temps. Encore plus récent, on a la mise en place du guichet unique pour les plateformes électroniques.
comment ça va se passer pour une société qui utilise le guichet unique pour s'interconnecter avec, qui était une facilitation de la déclaration justement au niveau européen. Comment ça va se passer pour passer en format électronique? Ça aussi, c'est des questions et on n'a pas, très sincèrement, on n'a pas le recul nécessaire pour répondre avec précision sur si il nous manque le SIRET dans tel ou tel cas, mais j'ose espérer que si on nous demande, comme disait Julien, impossible nul n'est tenu, si on nous demande de remplir avec numéro SIRET alors qu'on n'en a pas, effectivement, on va se confronter à des... Et on va rajouter une complexité supplémentaire. Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez opter pour créer un groupe de TVA aussi. Donc ça va aussi s'intégrer, la mise en place du groupe de TVA avec l'organisation de la facturation électronique. Donc c'est vraiment une belle période pour réfléchir à la facturation et à la TVA. C'est quoi le groupe de TVA? Le groupe de TVA, c'est le fait où, comme vous avez de l'intégration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, et vous avez donc de l'impôt sur les sociétés qui est calculé au niveau du groupe, le groupe TVA, on va avoir une société holding qui va être porteuse de la TVA pour l'ensemble des filiales, l'ensemble du groupe. Et là, on a la possibilité d'opter pour cette organisation-là pour faciliter les flux de trésorerie, hein, c'est le but, au niveau de l'ensemble du groupe. On a d'autres... Et l'optimisation fiscale derrière, par rapport à ça? Sur le groupe de TVA, j'ai une question. Moi, je suis franco-français, donc. Il y a effectivement, il y a une optimisation, si vous voulez, au niveau des flux et puis en termes de trésorerie, quoi. C'est franco-français, c'est-à-dire que c'est pour des entreprises, des groupes d'entreprises qui auraient plusieurs sociétés en France. Bon, on arrête d'ajouter de la complexité à la complexité. Revenons à la facturation électronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Alors, visiblement, une dernière question sur le chat. À l'entrée en vigueur anticipée de la réforme. On comprend la question. Tout à fait. Oui, mais c'est la question justement de la complexité du lien de groupe TVA. Et je pense qu'effectivement, par rapport à la question des seuils, alors on ne l'a pas vérifié. Hein, je posais une question à laquelle je n'avais pas vérifié la réponse. Ça, c'est les avocats, on se pose beaucoup de questions. L'appréciation des seuils, à mon avis, elle risque d'être faite au niveau du groupe de TVA. Hein. Plusieurs groupes. Voilà, donc ça, mais ça, on peut-être, si vous avez des questions plus précises là-dessus, on pourra regarder en détail. Un appel à Monsieur Allemand, donc si vous voulez une réponse détaillée, n'hésitez pas. Absolument. Merci pour la question. Effectivement, si vous avez par ailleurs des questions peut-être d'une manière un petit peu plus précise, on se tient bien entendu à votre entière disposition pour pouvoir y répondre. Je crois qu'on arrive au tour maintenant des questions-réponses. Il me reste à tous vous remercier pour votre présence aussi bien en distanciel qu'en présentiel à cette manifestation. Remercier également l'UPE 13 pour l'organisation et puis pour votre accueil. Remercier Lionel, Thomas, Sandrine et Julien pour leur présentation. Et puis, on se tient à votre entière disposition pour d'autres questions ultérieures. Merci à tous. Passez une belle journée, une bonne semaine. Au revoir. Merci.